Dictature contre démocratie, ce serait là le grand enjeu du XXIe siècle. Il faudrait tous nous réarmer, nous les démocraties, pour faire face aux dictatures qui nous menacent. Ces dictatures seraient l'antithèse de nos valeurs. Mais la dictature est-elle réellement l'antithèse de nos démocraties, de notre démocratie ? Je vais vous inviter dans cette courte présentation à rejeter ce discours simpliste, binaire, qui est en soi déjà un discours qui nous entraîne tout droit vers la guerre, premièrement. Deuxièmement, qui, en nous empêchant de nous comparer aux régimes autoritaires, nous empêche de voir la dérive illibérale dans laquelle est entraîné notre pays actuellement. Et enfin, troisièmement, ce discours nous détourne de la critique urgente et nécessaire de la démocratie représentative qui est aujourd'hui le régime que nous avons en partage avec les dictatures. Quand on pense à la dictature, on a tout de suite des images de chapeau gris, des images de Kim Jong-un en Corée du Nord, où il neige, où tout le monde se ressemble. En quelques mots, nous sommes dans OSS 117, une dictature, c'est un régime communiste déjà, où les gens ont froid, ils ont des chapeaux gris et ils ont des chaussures avec des fermetures éclairs, comme les miennes. Dolores lui répond « Mais enfin, comment appelez-vous un régime dans lequel le président est militaire, chef des armées, et dispose de tous les pouvoirs et où l'information est contrôlée ?» Il répond « Ça, Dolores, j'appelle ça la France du général de Gaulle. » Vous connaissez tous cette citation et elle n'est pas si idiote. On pourrait même faire le rapprochement entre OSS 117 et Montesquieu. Montesquieu, en 1748, dans l'Esprit des lois, fait un rapprochement assez iconoclaste entre la Chine des Qing, la Chine impériale, et la France de la monarchie absolue, de Louis XIV, de Louis XV. Parce que finalement, entre ce despotisme oriental et la monarchie absolue française, nous sommes dans deux régimes qui n'ont pas de constitution, qui fonctionnent au caprice du monarque, sans loi. Aujourd'hui, quand on parle de dictature, on personnalise. On ne pense plus au régime, on pense à la personne. On pense aux dictateurs sanguinaires. On pense à Muammar Kadhafi, à Saddam Hussein, à Bachar el-Assad. Mais finalement, ces trois leaders qui ont été comparés à Hitler, justement parce que on nous enjoignait à faire la guerre, à leur faire la guerre, à renverser leur régime. Ces trois leaders, désormais, appartiennent au passé, leurs régimes ont été renversés. Aujourd'hui, le discours nous invite à détester qui donc ? L'Iran, la Chine, la Russie. Ce sont les trois nouvelles grandes puissances que, pour le XXIe siècle, on nous invite à détester pour pouvoir aller les combattre, leur faire la guerre. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en 1748, il y a près de 300 ans, 277 ans pour être exact, Montesquieu s'intéressait déjà à l'Iran, la Chine et la Russie comme étant les grands modèles des despotismes orientaux. Mais qu'ont en commun ces trois pays ? Eh bien, ils n'ont pas été colonisés et aujourd'hui encore, ils s'opposent à une forme d'hégémonie occidentale. Ils résistent, en somme. Alors, ce discours concernant la Chine, l'Iran et la Russie n'est pas seulement un discours médiatique, c'est également un discours qui écrase tout, et même nos questions de politique interne. Imaginez, en 2022, élection présidentielle, au premier tour, un débat est organisé avec les candidats, pas tous, mais 8 d'entre eux. Quelle est la première question que l'on pose à ces candidats ? Est-ce que vous vous en souvenez ? La première question, c'est « Monsieur Mélenchon, Monsieur Macron, Monsieur... » Est-ce que Vladimir Poutine est un dictateur ? Mais dites-moi, dans quelle mesure cette question va nous permettre d'apporter des solutions concrètes aux problèmes des Français ? Finalement, cette question, elle vise à distinguer les amis des ennemis. Elle vise à provoquer la condamnation morale de la dictature pour s'assurer d'un certain alignement. On retrouve cette même question comme grille de lecture de l'ensemble des conflits avec lesquels nous sommes aux prises. Gaza, mais même l'Algérie. Il y a à peine quelques semaines, Dominique de Villepin était invité sur un
plateau de télévision, sur BFM TV, et plutôt que de l'interroger sur les moyens de rétablir un dialogue apaisé avec l'Algérie, le journaliste lui demande « Monsieur de Villepin, l'Algérie, est-ce une dictature ? Répondez, est-ce une dictature ?» Cet aveuglement n'est pas seulement problématique en soi, il est problématique parce qu'il nous empêche de penser des solutions à des problèmes concrets. Cette grille de lecture est tellement totalisante qu'elle produit de l'ignorance. Exemple, le coronavirus. En 2020, en janvier-février 2020, je me souviens très bien, j'étais moi-même entre Hong Kong et Singapour et je regardais effarée la manière dont la France traitait le sujet du Covid. Plutôt que de se préparer à cette vague qui allait arriver en achetant des masques, en réfléchissant à l'organisation de notre santé publique, de nos hôpitaux, que voyait-on dans la presse ? Le Covid était une sorte de punition divine pour le caractère totalitaire du régime chinois. Et ça nous a empêchés d'être capables de nous comparer à la Chine et de prévoir que ce qui se passait en Chine arriverait demain chez nous également. De la même manière pour la Russie, cette invasion était prévisible. Mais plutôt que de réfléchir aux causes de cette guerre, nous avons préféré nous aveugler et penser que cette guerre n'avait aucune autre cause que le caractère complètement fou, irrationnel, dictatorial de Vladimir Poutine. In fine, Vladimir Poutine, c'est comme Saddam Hussein, Muammar Kadhafi ou Bachar el-Assad, une sorte d'Hitler. Dès lors, il n'y a plus rien à comprendre et plus rien à expliquer. Cette dichotomie entre dictature et démocratie, elle est produite et elle est reproduite par un travail sur la langue, dans les médias, dans les discours politiques et même scientifiques. Pour la dictature, on parle de régime, pour la démocratie, de gouvernement. Nos milliardaires sont leurs oligarques. Nos interpellations sont des arrestations arbitraires. Nos centres de détention sont des geôles dans les régimes. Et quand on compare la France et la Russie, en Russie, on parlera de concentration des pouvoirs, alors qu'en France, qui a exactement la même constitution, on parlera de lecture présidentialiste de la Constitution. Euphémisme pour les uns, les démocrates, hyperbole pour les autres, dictature. Évidemment, ce travail sur la langue a été très bien étudié par George Orwell dans son roman 1984, publié en 1949. Alors certes, il parlait de la Russie de Staline, mais pas seulement. Ce qu'on oublie trop souvent, c'est que George Orwell avait été un agent de la colonisation britannique en Birmanie. Il a tiré de cette expérience un profond dégoût pour le colonialisme, source du totalitarisme. Un phénomène bien étudié par Hannah Arendt, ou par Aimé Césaire, de manière plus poétique. Aimé Césaire qui nous dit « On ne colonise pas impunément. Toute civilisation qui colonise est déjà moralement condamnée. Et de reniement en reniement, de conséquence en conséquence, elle appelle son châtiment son Hitler. » Entre colonialisme, fruit des démocraties, et totalitarisme, il y a un continuum et une coproduction. Et d'ailleurs, les camps d'internement, les camps de concentration qui en sont l'emblème, ont été inventés par les Français et les Britanniques en Afrique du Sud et les Français dans leurs colonies, en particulier en Algérie. Alors oui, les camps, parlons-en. C'est le paradigme de la dictature, tout comme les prisons, la répression. Évidemment, Dostoïevski nous disait « On mesure le degré de civilisation d'une société lorsque l'on pénètre dans ses prisons ». Et il a raison. C'est la raison pour laquelle, lorsque l'archipel du Goulag a été publié en 1973, ça a été une déflagration. Plus personne ne pouvait être naïf sur la nature totalitaire du régime de Staline. Mais aujourd'hui, où nous ne pouvons plus faire de nuances sur les dictatures, tout discours est également réprimé, tout discours qui nuance la nature des geôles iraniennes, comme par exemple celui de Fariba Adelka, qui a passé 2 ans en tant qu'anthropologue, en tant que prisonnière, dans les geôles iraniennes ou les prisons iraniennes, et qui en a fait un récit un petit peu différent de ce que l'on peut lire dans le Nouvel Obs. Cette lecture totalisante, elle annihile notre pensée critique et elle nous fait croire que tout ce qui se produit de mal sur cette planète est le fruit des actions des régimes autoritaires. Par exemple, l'explosion de Nord Stream
pendant de longs mois, et peut-être même encore aujourd'hui, beaucoup croient que c'est la Russie, c'est le fait de la Russie, alors que ça n'a aucun sens, évidemment. Revenons à 1984. Le mot d'ordre de Big Brother a 3 éléments. La War is peace, freedom is slavery, ignorance is strength. Alors qu'en est-il aujourd'hui, alors que nous sommes dans un discours qui nous prépare à la guerre et que vous pouvez sentir dans l'air ambiant autour de vous? Eh bien, nous y sommes. Premièrement, la guerre, c'est la paix. Face aux dictateurs, il faut intervenir militairement, nous dit le président de la République. Alors cette thèse, elle est ancienne, c'est la thèse de la paix démocratique. Les démocraties ne se feraient pas la guerre entre elles, il faudrait donc faire la guerre au régime autoritaire pour mettre en place la paix. C'est un petit peu le mot d'ordre de l'OTAN, cette alliance défensive des démocraties créée en 1949 et dans une certaine mesure de l'Union européenne. Alors, les démocraties ne se feraient pas la guerre entre elles parce que les peuples ne voudraient pas la démocratie. Et comme la démocratie est le pouvoir du peuple, eh bien, pas de guerre en démocratie. Alors c'est vrai, sauf que le peuple est manipulable. Et en effet, l'histoire du XXe siècle et l'histoire du XXIe siècle aussi est l'histoire de la fabrication du consentement des masses à la guerre. Ça a été très bien montré par Noam Chomsky, notamment sur la guerre du Vietnam, mais on pourrait parler de la première guerre du Golfe, cette demoiselle qui est en train de témoigner devant le Congrès des États-Unis, raconte qu'elle est infirmière dans un hôpital au Koweït et que là-bas, les Irakiens pénètrent dans les hôpitaux, arrachent les bébés des couveuses et les jettent au sol pour les laisser agoniser. Elle pleure beaucoup. Ça émeut le Congrès, c'est retransmis dans le monde entier, sur les télévisions du monde entier. Et c'est comme ça que les États-Unis mettent sur pied une coalition de plus de 30 États pour la première guerre du Golfe. Cette demoiselle n'a jamais pénétré dans un hôpital koweïtien. C'est la fille de l'ambassadeur du Koweït à Washington. On pourrait dire la même chose pour le bombardement par l'OTAN de la Serbie pendant 3 mois avec une fake news sur un faux plan fer à cheval de déportation des Albanais kosovars. Et puis, vous connaissez tous cette image, en 2003, la fabrication du consentement à la guerre contre l'Irak. Aujourd'hui, des mêmes processus sont à l'œuvre pour fabriquer un consentement à une guerre contre la Russie, qui, de par son existence même, parce qu'elle est une dictature, serait une menace existentielle pour l'Europe. Deuxième point, la liberté, c'est l'esclavage, dire le contraire de la réalité. Souvenez-vous, lorsque les Gilets jaunes ont dit à Macron qu'il ressentait la Ve République comme une dictature, qu'il y avait des violences policières, le président de la République a répondu « Nous sommes en démocratie. En démocratie, il n'y a pas de violence policière. Allez en dictature, essayez la dictature et vous verrez, a-t-il dit. En dictature, on ne change jamais les dirigeants, jamais. » On aurait dit du OSS 117 dans le texte. Troisièmement, nous gagnerons cette guerre car la démocratie triomphe toujours de la dictature. L'ignorance, c'est la force. Oui, ce discours produit de l'ignorance et surtout une ignorance sur notre propre supériorité des démocraties. Une supériorité morale qui se traduirait militairement, on ne sait pourquoi. Mais c'est une fable, c'est Hollywood. Ce ne sont pas les États-Unis qui ont triomphé de l'Allemagne nazie, c'est l'URSS. Alors maintenant, que disent les sciences sociales ? Les sciences sociales nous disent premièrement que les démocraties ne triomphent pas des dictatures, que la démocratie n'est pas la fin de l'histoire. En réalité, ce que l'on observe depuis 2010, c'est une grande convergence entre démocratie et dictature. La démocratie est en déclin. Les démocraties et les dictatures se ressemblent de plus en plus. Elles ont toutes des élections, elles ont toutes une constitution et elles ont toutes des états d'urgence qui suspendent les libertés publiques. Finalement, il y a une très très grande mondialisation de cet état d'urgence depuis 2001. Deuxièmement, que nous disent les sciences sociales sur la théorie de la paix démocratique ? Eh bien, les dictatures ne sont pas la principale menace à la paix internationale. Depuis 2001, en nombre de morts, c'est bien les États-Unis qui doivent porter cette lourde responsabilité. Qu'en est-il de la France ? En France, depuis 2015, depuis la généralisation des états d'urgence, le recul des libertés publiques est très notable. 2 ans d'état d'urgence de 2015 à 2017 ont eu un bilan extrêmement lourd.
Les principales mesures de l'état d'urgence, comme les périmètres de protection, par exemple, pour interdire les casserolades, ont été pérennisées dans le droit commun. Deuxièmement, la Ve République est exactement la même constitution que la constitution de la Russie. Nous avons un président qui est irresponsable politiquement, qui dispose des pleins pouvoirs, s'il le souhaite, qui peut dissoudre l'Assemblée, qui peut appeler à un référendum et surtout qui est chef des armées. Il dispose de l'arme nucléaire et le Parlement ne peut pas s'y opposer. Pour finir, je voudrais citer 3 auteurs que j'aime beaucoup. Le premier, c'est Michel Foucault. Il nous parle de l'ordre du discours. Comment le discours est domestiqué. En ce qui concerne le pacifisme, aujourd'hui, il est presque criminalisé. Surtout lorsqu'on essaie de comprendre les aspirations ou les motifs de Vladimir Poutine, par exemple, on est accusé d'apologiste de Poutine, en allemand Putin-Versteher, Putin apologist en anglais. Deuxièmement, Rosa Luxembourg. Rosa Luxembourg nous dit « On ne sent ses chaînes que lorsque l'on commence à bouger ». Pour tous ceux d'entre vous, d'entre nous, qui ont voulu exprimer un sentiment de solidarité à l'égard de la Palestine, nous avons senti où étaient les chaînes. Toute société, démocratie, dictature, ont leur ligne rouge. Virginia Woolf, enfin, qui parle de l'attribut phallique de l'homme de pouvoir, du dictateur. Le dernier avatar, c'est la bombe nucléaire. Aujourd'hui, nous sommes pris en étau avec ces systèmes qui se font face, le système français, le système russe, 2 régimes semi-présidentiels nucléaires qui nous emmènent tout droit vers une potentielle guerre nucléaire. Nous sommes à 89 secondes avant le minuit nucléaire. Je vous invite à résister à ce discours simpliste, binaire, démocratie contre dictature, qui nous emmène vers la guerre, et au lieu de ça, à réfléchir à comment on pourrait penser et rêver un meilleur avenir. Merci.